Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'Institut d'études avancées de Paris. Je suis Simon Luc, le directeur scientifique de l'Institut, et au nom du directeur et de toute l'équipe de l'Institut, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir bravé les éléments, les événements pour être là aussi nombreux ce soir. Donc c'est notre troisième séance du séminaire sur la bioéthique, un séminaire que nous avons voulu interdisciplinaire, tout comme l'est notre institut. L'Institut d'études avancées de Paris, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, est un institut dans lequel on reçoit des chercheurs internationaux que l'on accueille en résidence, donc pour des séjours d'un semestre ou d'une année universitaire, et qui viennent ici poursuivre leur projet de recherche, donc dans une atmosphère interdisciplinaire et propice à l'échange. À l'IEA, nous sommes persuadés que la plupart des grands problèmes auxquels nos sociétés font face ne peuvent être traités que de manière interdisciplinaire. Et c'est la raison pour laquelle nous réunissons des spécialistes de différents horizons pour se pencher sur ces problèmes importants. La bioéthique en fait évidemment partie, et nous avons immédiatement estimé que si nous lançons un cycle de conférences sur la bioéthique en partenariat avec le PHE, où de nombreuses disciplines, dont les neurosciences, sont représentées, il fallait qu'il y ait des choses sur notre cerveau, puisqu'il y a des questions importantes qui se jouent là-dedans. Et pour nous, ça nous tenait d'autant plus à cœur que nous avons lancé, déjà il y a quelques années, sous l'impulsion de Gréty Myrdal, qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui, un programme Cerveau, Culture et Société, qui permet de réfléchir au lien entre le cerveau, notre culture au sens large et la société, de faire des ponts entre les recherches sur les neurosciences et les recherches en sciences humaines et sociales, et de faire dialoguer des champs de recherche, des chercheurs qui habituellement ont peu l'occasion de se croiser et d'échanger. Donc pour nous, c'était important que ces thématiques-là soient abordées, et je suis donc ravi que Hervé Schneeweiss ait accepté d'être ici ce soir. Donc je ne serai pas plus long pour ne pas repousser trop le moment où nous allons l'écouter. Je vais juste laisser à ma collègue Séverine Mathieu de l'EPHE, qui a été le grand architecte de ce cycle de conférences, le présenter en quelques mots. Et je vous souhaite une très bonne conférence. Bonsoir. En fait, je ne vais pas m'étendre sur la préparation de ce cycle. Nous en sommes à la troisième conférence. L'enjeu étant ici de vous présenter à travers huit présentations et 8 manifestations ce que sont aujourd'hui les grands enjeux bioéthiques contemporains, qu'il s'agisse de la vie, de la mort, des neurosciences. Voilà. Donc sans plus tarder, peut-être vous présenter aujourd'hui donc notre intervenant du jour, Hervé Schneeweiss, qui est directeur de recherche au CNRS, neurologue et neurobiologiste, et donc qui dirige le laboratoire neurosciences de Paris-Seine-Sorbonne, donc c'est UPMC, c'est ça, si je ne m'abuse. Voilà, et donc juste à côté. Les travaux d'Hervé Schneeweiss portent sur les astrocytes, ce qui m'a permis de découvrir à cette occasion ce que c'était, donc qui sont des cellules du système nerveux, et il travaille également sur l'origine et le développement des tumeurs cérébrales. Hervé Schneeweiss est président du comité d'éthique de l'INSERM depuis mars 2013. Il a été également membre du CCNE entre 2013 et 2017, si je ne me trompe. Et il a également été rédacteur en chef de la revue Médecine Science, et dans laquelle il tient désormais une rubrique de bioéthique. Il a publié plusieurs ouvrages, je n'en citerai ici que 2. Le premier que je cite, c'est en 2012, L'homme réparé, et tout récemment, à l'automne de cette année, un ouvrage qui s'appelle Notre cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions. Voilà, alors je l'ai feuilleté, j'ai trouvé que c'était un très bel ouvrage, parce qu'effectivement, vous y trouvez des reproductions photographiques d'œuvres ayant trait à ces questions, donc je vous engage à le regarder. Donc sans plus tarder, puisqu'on a un timing, si vous me permettez l'expression, un peu serré, puisqu'il faudrait qu'on ait vraiment terminé à 7h30 pour que chacun puisse être sûr de pouvoir rentrer chez lui. Donc je vous remercie d'être nombreux ce soir. Je vais laisser la parole donc à notre intervenant, en remerciant l'IEA et en remerciant le président de l'école pratique des hautes études de m'avoir permis d'organiser ce cycle. Merci. Bonne conférence. Alors déjà, merci beaucoup d'être là. Merci de l'invitation, Séverine. Merci à tous de votre invitation et de cette activité, parce que c'est vrai que les interfaces, tout le monde en parle, mais bien peu sont ceux qui le font. Donc vous avez une activité qui est tout à fait essentielle. Alors, la déclaration de lien d'intérêt, tout simplement pour
pour expliquer pourquoi un neurologue et un directeur d'un laboratoire de neurosciences vient vous parler aujourd'hui de questions de bioéthique. Donc j'ai effectivement un certain nombre de fonctions dans le domaine de la bioéthique et Séverine vient de mentionner le dernier livre, mais c'est vrai que sur ces questions de neuroéthique, mais je crois qu'il est introuvable aujourd'hui, il y avait déjà un livre de 2006 sur la neurosciences et neuroéthique. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Il va de soi que nos cerveaux ont un mode de fonctionnement qui permet de traiter les questions morales, que ce soit les processus de prise de décision, on en reparlera tout à l'heure, que ce soit les questions morales. Je ne vais pas vous faire du Jean-Pierre Changeux, je ne vais pas vous parler de la neurobiologie des choix moraux ou de la neurobiologie de la morale. Ce n'est pas de ça qu'on va parler. On va parler plutôt des questions éthiques soulevées par les neurosciences et tout particulièrement l'impact des neurosciences sur notre façon de considérer qui nous sommes. Comment est-ce que nous fonctionnons et comment est-ce que nous interagissons les uns avec les autres. Au fond, cette analyse de l'impact sociétal, que ce soit légal, éthique ou sociale, c'est ça la bioéthique. La bioéthique, c'est comment est-ce que les avancées dans le champ des neurosciences viennent impacter nos modes de vie et impacter la manière dont nous choisissons de vivre ensemble. Alors, il est important pour un neurobiologiste de toujours rappeler, quand on parle de cerveau, et j'ai intitulé de façon un peu provocatrice cette conférence « La bioéthique de nos cerveaux », de quel cerveau parlons-nous ? Eh bien, de la même façon que Magritte avait dit que dans ce tableau, qui est une série de tableaux qui s'appelle « La trahison des images », ceci n'est pas une pipe, eh bien, les différentes présentations du cerveau qu'un neurobiologiste peut faire ne sont pas un cerveau au sens où c'est un modèle du cerveau, c'est une moyenne d'un certain nombre d'observations, mais ce n'est ni mon cerveau, ni votre cerveau en particulier. Il faut toujours se rappeler que nous parlons d'une représentation et d'un modèle du cerveau, et sûrement pas d'un cerveau modèle, et il faut bien se garder de ces questions de cerveau modèle. À partir de là, il y a 5 grandes questions qui vont nous amener à cet ensemble de la neuroéthique. La première qui découle de ce que je viens de vous dire, c'est l'impact potentiel d'un modèle ou de la description, que ce soit une description physiologique, le sommeil, ou la description d'une maladie, sur la manière dont nous regardons, mais aussi dont la société nous regarde. Quelles conséquences possibles ou non sur des stigmatisations sociales, quelles conséquences sur un certain nombre de biais, des biais connus ou inconnus. Je vais prendre comme exemple la maladie d'Alzheimer. On sait aujourd'hui, grâce à des formes génétiques qui représentent quelques pourcents seulement de la maladie, que même si tout n'est pas connu sur la maladie d'Alzheimer, tout se joue dans le processus pathologique, dans une série d'agrégations en cascade de protéines qu'on appelle la cascade amyloïde. Grosso modo, on peut dire que vous avez une protéine mal formée qui s'appelle l'amyloïde bêta, en tout cas un fragment, qui interagit avec une autre protéine qui s'appelle tau, elle aussi mal formée, et ça se met à s'encastrer, à faire des agrégats qui s'empilent, et ces agrégats, sous une forme ou sous une autre, sont toxiques et vont, au fur et à mesure, provoquer les dégâts qui donneront les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Le processus que je viens de vous décrire va durer une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, grâce à des mesures qu'on appelle des biomarqueurs, des mesures dans le liquide céphalorachidien, par exemple, ou grâce à de l'imagerie cérébrale, on peut marquer la protéine tau, ou on peut marquer la protéine amyloïde et visualiser avec des techniques d'imagerie cérébrale le processus d'agrégation, eh bien, on peut mettre en évidence le processus une vingtaine d'années avant l'apparition de tout symptôme.
Et donc la question fondamentale se pose, qu'en faire? Que faire de ces possibilités, entre guillemets, prédictives? Alors, comme on n'a pas de traitement de la maladie d'Alzheimer, on pourrait dire, eh bien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que c'est juste vouloir faire un diagnostic pour un diagnostic. Mais à partir du moment où on aurait la possibilité de faire ce diagnostic, que signifie l'absence de diagnostic précoce? Moi, je suis un matérialiste et je pars donc du principe que mon autonomie, c'est l'autonomie que me confère mon cerveau. À partir de là, savoir que je suis atteint d'un processus pathologique, même si je n'ai pas de symptômes, surtout si je n'ai pas de symptômes, c'est peut-être le meilleur moment de me donner mon autonomie pour que je puisse, en toute liberté, entre guillemets, décider de ce que je veux faire. Est-ce que l'absence de traitement curatif de la maladie d'Alzheimer exclut ces diagnostics précoces? Pas du tout. On sait maintenant depuis une dizaine d'années que l'augmentation, ou en tout cas un maintien à un niveau important de l'activité intellectuelle, que l'exercice physique, que la prévention des comorbidités, c'est-à-dire en particulier l'hypertension et le diabète, permettent de retarder l'entrée dans la maladie et de la retarder de façon spectaculaire. Un des facteurs de risque génétique les plus importants de la maladie d'Alzheimer, c'est l'apolipoprotéine epsilon 4. En population générale, la maladie d'Alzheimer touche 17% de la population et commence vers 82 ans. Pour les personnes porteuses du variant epsilon 4 de l'apolipoprotéine, non seulement on monte à 50% pour les hommes et 60% pour les femmes, mais en plus la maladie commence en moyenne à 64 ans. Donc c'est un facteur de risque majeur. Et pourtant, des études récentes ont montré que, avec les différents facteurs que je vous ai dit, un haut niveau intellectuel, de l'exercice, la prévention des comorbidités, on arrivait à obtenir en moyenne pour cette population une entrée dans la maladie équivalente à l'entrée en population générale. Donc il n'y a pas de fatalité de la génétique, il y a une possibilité d'agir sur la maladie. Et comment le faire si on n'a pas la possibilité d'un diagnostic précoce? Mais inversement, comment la personne se sachant atteinte de ce processus va se percevoir? Comment sa famille, son entourage, comment son lieu de travail va le percevoir? Nous avons des exemples récents de présidents de la République français ou de présidents de la République américain qui se sont révélés atteints de la maladie plus tard en âge. Que se serait-il passé si des examens d'imagerie cérébrale avaient révélé le processus pathologique avant qu'il ne soit élu? Et puis, d'une façon générale, d'une façon philosophique, nous raisonnons de façon empirique depuis le XVIIe siècle sur la base du fait que nous, quand je dis « je », nous sommes capables de nous projeter dans l'avenir, de dire non seulement ce que nous sommes aujourd'hui, mais aussi ce que nous voulons et ce que nous serons demain. Ce type de diagnostic anticipé remet en question la capacité de se savoir ou de se prévoir dans un avenir. Deuxième type de question, le statut particulier de notre cerveau. C'est quand même pas n'importe quel organe, et donc évidemment les normes éthiques qui sont applicables au cerveau en tant qu'organe et donc en tant que matériel biologique, la collecte potentielle de données, que ce soit du vivant de l'individu ou après sa disparition, amène à se poser un certain nombre de questions. En particulier, la question de la confidentialité de nos cerveaux et confidentialité de nos examens. Un article très récent a montré, par exemple, que si vous prenez les examens IRM, dans l'examen IRM, vous avez la visualisation du cerveau, mais vous avez aussi la visualisation du crâne. Eh bien, nous, on fait des reconstitutions en 3 dimensions pour visualiser le cerveau en 3 dimensions. Eh bien, des chercheurs se sont amusés aussi à faire la reconstitution en 3 dimensions du visage. Et
en croisant les données des caméras de surveillance de l'entrée dans le laboratoire et des scans, il a été possible d'identifier à quel individu appartenait le scan. C'était presque un jeu d'enfant. Et donc, la confidentialité, et donc la confidentialité des données qui viennent de notre cerveau, ce qu'on va appeler notre intégrité intellectuelle ou cognitive, on y reviendra, doit être préservée. Et puis, comme c'est des fragments du cerveau, quelle est la manière de les entreposer, quelle est la manière de les conserver? Vous avez probablement entendu parler des difficultés, voire des scandales de la conservation des corps récemment. Ça pose aussi des questions pour les échantillons, les banques de cerveau que nous avons dans nos laboratoires. Troisième ordre de questions, c'est celui de nos modèles et de la signification qu'on peut faire de nos modèles. Le progrès scientifique, il est toujours lié à des progrès technologiques, et un de ces progrès technologiques, c'est le fait aujourd'hui d'être capable de faire pousser en culture des modèles de circuits nerveux qui reconstituent en partie nos cerveaux. Qui reconstituent en partie, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir les différentes cellules qui composent normalement notre cerveau, les neurones, vous les connaissez bien, les cellules gliales qui sont plus nombreuses encore que les neurones et qui non seulement les accompagnent, mais sculptent beaucoup des activités de notre cerveau, d'autres cellules comme des cellules immunitaires qu'on appelle des microglies, d'autres cellules qui permettent la formation de vaisseaux sanguins. On est capable d'avoir des structures, pour l'instant, petites, inférieures à 1 millimètre, que d'aucuns n'ont pas hésité à appeler des mini-cerveaux. Comme pour d'autres organoïdes, on a des mini-intestins ou des mini-foies. Faut aussi faire attention aux abus de langage. Et non seulement on a ces structures qu'on appelle des organoïdes neuraux ou des cérébroïdes quand il s'agit du cerveau, mais on peut obtenir des structures qui viennent de différents endroits du système nerveux, le cortex cérébral, la moelle épinière. Et puis on peut les faire interagir ensemble et on peut enregistrer des activités de type électrique, des circuits qui se mettent en place, parce que ces cérébroïdes, on peut les cultiver pendant plusieurs mois. Et la question se pose du statut moral qu'on donne à ces structures. Certains de mes collègues, après avoir cultivé ces structures pendant des mois, parlent d'euthanasie quand ils mettent fin à la culture, tellement ils se sont attachés, tellement ils ont enregistré les choses. Donc il y a la projection que le chercheur fait, et puis les abus de langage, le fait d'appeler ça mini-cerveau, et évidemment ça a amené à se poser des questions du type « est-ce que ce type de structure serait capable de souffrir ?» Alors, ce type de structure est certainement sensible à des variations de la pression en oxygène ou de la pression ou du changement de ce qu'on appelle le pH, c'est-à-dire l'acidité du milieu. Mais la notion même de douleur, c'est une notion intégrée qui nécessite une expérience de la douleur, qui nécessite une intégration, et donc il faut faire attention à ne pas confondre une activité, qui est une activité élémentaire, et puis une fonction comme celle qui serait celle de la souffrance, voire même, est-ce qu'un jour on serait capable d'avoir de la conscience? Et comme on ne sait pas, même pas aujourd'hui, ce que c'est vraiment que la conscience dans le cerveau, il est très très important en termes de désignation scientifique, mais aussi en termes éthiques, de bien faire la part entre l'activité et la fonction. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, chez les personnes qui sont dans le coma, y compris dans des états végétatifs profonds, il reste de l'activité du cerveau. S'il ne restait pas d'activité du cerveau, ces personnes seraient déclarées décédées. Et pourtant, cette activité cérébrale ne permettra pas, dans la plupart des cas, un retour à une conscience et un retour à une activité cognitive de fait. Certains y arriveront, une petite
partie repasseront par des états de conscience végétative minimale, puis de conscience, mais très peu malheureusement. Donc on ne peut pas lier activité et fonction. C'est un ordre de complexité qui est différent et c'est important. Continuons avec les questions. Comment une intervention cérébrale pourrait nous amener à une mise en cause de notre autonomie, au sens où c'est grâce à notre cerveau que nous sommes donc capables de dire « je » et de prendre un certain nombre de décisions. Est-ce que, et je vais y revenir, le décryptage de certaines activités neurales pourrait conduire à une mise en cause de cette autonomie? Et puis enfin, la question, c'est le déploiement de la technologie. On reparlera ensuite de la gourmandise que beaucoup d'entre nous avons pour cette technologie et de la manière dont ces innovations, si elles ne sont pas encadrées, quand elles sont déployées de façon non contrôlée, peuvent aboutir à des remises en question des droits fondamentaux de la personne. Et on en parlera dans les diapositives suivantes. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, on a tout un aspect de l'enregistrement de l'activité cérébrale et de la modulation de l'activité cérébrale, donc les neurotechnologies et en particulier les interfaces cerveau-machine, qui se développent à une vitesse grand V. Je vous ai mis là une étude de marché qui dit que le marché sera de l'ordre de 30 milliards, c'est des dollars, ça pourrait être des euros, à l'horizon 2035. Dès l'année dernière, le marché a déjà été de 3 milliards de dollars à l'échelle internationale. Alors ce sont des appareils qui sont très utiles pour la santé. On a changé la vie d'un certain nombre de patients parkinsoniens grâce à des implants de stimulation cérébrale profonde. On a changé la vie d'un certain nombre de personnes atteintes de surdité avec des implants cochléaires ou des implants dans le tronc cérébral. Demain, peut-être, on va changer la vie d'un certain nombre de personnes atteintes de cécité avec un certain nombre de puces qui se développent. Donc, je vous rappelle que les maladies du cerveau, c'est 1/3 de nos dépenses de santé. Si vous prenez l'échelle européenne, c'est 1000 milliards environ d'euros qui sont dépensés à l'échelle du continent européen pour les maladies du cerveau. Donc, on est dans quelque chose qui est en fait, évidemment un enjeu éthique majeur, un enjeu de santé majeur et un marché majeur. Le point qui va nous intéresser, c'est que ce marché fait l'objet aujourd'hui d'un basculement depuis une régulation qui était essentiellement une régulation étatique à des acteurs privés qui viennent de plus en plus dominer non seulement la mise au point de ces technologies, mais leur déploiement. Alors, quels sont les enjeux? Ils sont immenses. D'abord, ils sont ceux qui nourrissent l'imagination des uns et des autres, y compris la vôtre. L'imagination du public, des médias, des politiciens, quel type de manipulation, quel type de possibilité de lire dans les pensées, quelques fadaises sur les images subliminales. Une des choses que j'ai voulu faire dans le livre dont Séverine parlait tout à l'heure, c'est de dénoncer un certain nombre de neuromythes. Les images subliminales en font partie. Non pas qu'elles n'existent pas, elles existent, on les utilise au laboratoire, mais elles durent 500 millisecondes. Donc l'influence des images subliminales sur l'acte d'achat est impossible. Donc, mais aussi, et on l'a vu par exemple dans l'affaire Vincent Lambert, comment est-ce que l'imaginaire collectif s'empare des troubles de la conscience? Comment certaines nouvelles pratiques peuvent changer notre cerveau? Il y a l'épidémie actuelle de myopie avec le syndrome des 20 cm. Tout le monde dans la rue ou dans le métro ou partout est à 20 cm de son écran. Tout le monde a besoin de lunettes. Quel est l'impact de ces écrans? Quel va être l'impact de l'intelligence artificielle? Quel va être l'impact de nos interactions avec tous les robots plus ou moins évidents qui nous entourent? C'est une question qu'il faut se poser. Et puis, on a des connaissances en neurosciences qui vont nous permettre de
mieux éduquer nos enfants. Par exemple, ne pas faire l'erreur de la méthode globale, si tant est que quelqu'un voulait recommencer avec la méthode globale. Peut-être mieux comprendre des troubles dyslexiques ou des troubles de la dyscalculie, mais aussi mieux comprendre les troubles de l'obésité ou du diabète, qui sont aussi des troubles qui impliquent le système nerveux. Donc, l'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'études sont faites au laboratoire, mais rarement dans la vraie vie, rarement en conditions dans lesquelles nous vivons les uns et les autres au quotidien. Et les uns et les autres au quotidien, nous vivons dans un environnement qui n'est pas celui du laboratoire. On ne contrôle pas ce que vous mangez, on ne contrôle pas ce que vous faites le jour et la nuit, on ne contrôle pas ce qui s'est passé un an avant, un an après. Donc, ces études longitudinales et sur des volontaires sains n'ont pas été faites. Et ça, c'est important pour toutes ces neurotechnologies ou tout ce qui est prétendu l'augmentation de la personne. Et puis, la frontière de plus en plus floue qui se passe entre la santé, très bien régulée, le bien-être, pas du tout régulé, le jeu et l'amélioration. Il y a à ça de multiples enjeux dont vous n'êtes pas forcément totalement au courant. Qu'est-ce que vous faites, ou qu'est-ce que fait votre cerveau plutôt, quand vous ne faites rien ? Eh bien, votre cerveau, lui, il travaille. Et il travaille beaucoup, c'est ce qu'on appelle dans notre langage le mode par défaut. Et ce mode par défaut, chacun d'entre nous a un pattern, un schéma d'activité tout à fait spécifique. Et c'est un peu comme une carte d'identité cérébrale. C'est plus précis que les empreintes digitales, c'est aussi précis qu'une analyse de génome pour reconnaître un individu. Si demain nous avons des appareils qui détectent le mode par défaut, ces appareils seront capables de vous identifier et, dans une certaine mesure, de commencer à prédire la manière dont vous allez traiter un certain nombre de problèmes. La question des algorithmes en intelligence artificielle pour les neurotechnologies comme dans le reste de la société, c'est la question des biais. Alors il y a des biais qui sont non intentionnels et qui sont liés au fait que les ingénieurs ou les designers n'avaient pas prévu quelque chose. Alors il y a un célèbre exemple que j'aime toujours citer qui est celui d'un congrès justement de bioinformaticiens qui se déroulait en 2015 à Atlanta. Et à un moment, il y a un des ingénieurs qui va se laver les mains et il se rend compte que le distributeur de savon ne marche pas. Et à côté de lui, il y a un autre collègue qui vient et le distributeur de savon marche. Et là, ils se rendent compte que le distributeur de savon ne reconnaît pas la peau noire. Les ingénieurs qui avaient mis au point le système, qui marche avec le proche infrarouge, avaient tout testé sur des peaux blanches et ils n'avaient jamais pensé à le tester sur une peau noire. Donc c'était pas que le distributeur de savon était raciste, c'est juste que ça avait été mal conçu. Et voilà, et c'est des biais qui arrivent. Et puis il y a des biais qui sont recherchés, qui peuvent être au sein de l'algorithme. Là, je vous en ai cité deux. On peut arriver à vous faire des achats plus importants ou à vous faire parier plus en vous faisant passer juste avant votre pari un petit test, par exemple, de QI, où on vous donne un résultat, vous faites le test, machin, et on vous dit « Ah, 99 ». Alors là, vous vous sentez « Pourquoi j'ai eu que 99 ?» Pof, et bien vous pariez plus. Ou on vous dit « 2 plus 2, ça fait combien ?» 4. Ah non, ça fait 5. Ça fait 5. On vous demande de parier, vous pariez plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a mis en cause l'estime de vous-même. Et pour compenser cette estime de soi mise en question, eh bien, vous allez faire un achat plus coûteux ou parier sur un pari plus important. Donc, il peut y avoir des biais qui sont, eux, intentionnels, recherchés, et dont l'utilisateur n'est pas conscient. Il y a aussi l'influence directe sur notre activité cérébrale. Je vous ai parlé des implants cérébraux à haute fréquence pour les parkinsoniens. C'est une révolution qui est liée à une découverte française, puisque c'est Halim Louis Benhabib, à partir de travaux qui avaient été faits donc à Grenoble, à partir de travaux qui avaient été faits à Bordeaux par le groupe de Bernard Biolac. Eh bien, un des grands problèmes de ces implants à haute fréquence, c'est que dans à peu près 20% des patients, on a des effets secondaires majeurs à type
d'impulsivité, les gens ne sont plus capables de se contrôler, et en particulier des comportements d'hypersexualité tout à fait étranges qui conduisent parfois à être obligés de débrancher l'implant. Donc on peut agir sur certains caractères de l'identité. Il y a la question de la vulnérabilité de certaines populations. Un enfant ou un adolescent, ce n'est pas un adulte en petit. En tout cas, pour son cerveau, c'est tout sauf un adulte en petit. Le cerveau d'un enfant et le cerveau d'un adolescent, il y a vraiment trois phases, enfant, adolescent, adulte. Et la manière dont se comportent les enfants et les adolescents, la manière dont le cerveau des enfants et des adolescents se comporte, et pas celui des adultes, est en général très peu étudiée. La question des limites de l'autonomie et du consentement par rapport aux gens qui ont des troubles cognitifs comme dans Alzheimer ou même les troubles minimaux qu'on appelle mild cognitive impairment ou les troubles mentaux pour les personnes qui sont déprimées ou schizophrènes. Et puis, toute la question de la soi-disant amélioration. Je vous dis tout de suite qu'aucune des pilules qui sont vendues comme des smart pills ou aucun des systèmes actuels qui sont mis à disposition ne permettent d'améliorer nos fonctions cognitives. Ça permet de dormir moins ou de dormir plus, donc d'être éveillé plus longtemps, mais jamais aucun étudiant n'a réussi mieux ses concours avec du modafinil ou avec de la ritaline ou avec des amphétamines. Donc aujourd'hui, on peut rester éveillé plus longtemps, mais pas plus performant sur cette base. Donc il nous faut un cadre éthique pour encadrer ces nouvelles technologies. Et moi, j'aime beaucoup le cadre proposé par le No-Field Council, qui est un peu le CCNE anglais, dans un rapport qui date de 2013, mais qui est tout à fait d'actualité, et qui propose deux principes de base. Celui de bienfaisance, donc je vous ai dit le coût social et économique des maladies du cerveau, et la nécessité de soigner. On a parlé de la maladie d'Alzheimer, mais on aurait pu parler de la sclérose en plaques, qui est la première cause de handicap chez les jeunes. Et en balance, la nécessité de prudence. Pourquoi ? Parce que nous sommes ignorants et que nous avons des connaissances sur le cerveau qui sont probablement très faibles par rapport à tout ce qui nous reste à savoir. Et nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Donc beaucoup d'incertitudes, les incertitudes sur notre ignorance, les incertitudes sur les effets à moyen ou long terme des procédés qui interviennent sur notre cerveau. Donc la nécessité de proportionnalité, n'intervenir que si vraiment ça se justifie. Des intérêts clés, bien sûr les intérêts individuels, et l'individu, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut un procédé qui marche et un procédé qui soit sûr. Les intérêts de la société, le principe de justice. Si ces appareils coûtent, ça coûte aux dépens de qui ? Comment est-ce qu'on garantit l'accès ? Comment on garantit que ces neurotechnologies et leurs utilisations ne créent pas une société à plusieurs vitesses ? Et pour développer une réflexion sur ce domaine, le No-Field proposait des principes d'inventivité, parce que face à la nouveauté, il faut créer des paradigmes nouveaux, d'humilité pour les raisons d'ignorance et d'incertitude dont je parlais, et de responsabilité, parce qu'au bout du compte, ça ne sera pas les machines qui seront responsables, ça sera nous, ceux qui les auront conçues et ceux qui les auront utilisées. Dans le cadre de réflexion d'un groupe auquel je participe, qui s'appelle Morningside, on a aussi parlé des risques de ces technologies sur le problème de la confidentialité. Toutes ces techniques, tous ces casques que vous pouvez aujourd'hui acheter dans le commerce, pour les utiliser, vous devez cliquer que vous consentez à laisser vos données aller vers des bases ou des sociétés dont vous ne savez rien, ni de ce qu'ils font de vos données, ni de la manière dont ils vont les revendre, par exemple. Donc, il faut absolument qu'il y ait dans les modes de consentement la possibilité de ne pas transmettre ces données, et il faudrait que les données cérébrales soient assujetties à la RGPD, et même probablement un peu plus, comme le sont les autres données personnelles. Et ça serait qu'à l'échelle de l'Europe, parce que, bien évidemment, le reste du monde n'est pas assujetti pour l'instant à la RGPD.
L'agentivité et l'identité, j'ai parlé déjà des biais possibles, et donc il faut informer les personnes, éduquer, en particulier nos enfants et nos adolescents, sur les possibles effets sur leur identité et leur activité en tant qu'agent moral. De quoi parle-t-on avec l'augmentation? C'est plutôt la prétention à l'augmentation que la réalité de l'augmentation. Et puis, comme pour toutes les nouvelles technologies qui font appel à l'intelligence artificielle, les risques de biais. Donc, comment est-ce qu'on contrôle la manière dont les algorithmes tournent et fonctionnent? Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui se mobilisent actuellement à l'échelle internationale pour essayer de créer un troisième étage de la fusée droits de l'homme. Vous savez qu'avec les révolutions américaines de 1789, il y a eu les droits civils, les droits politiques. Avec 1946-48, il y a eu les droits sociaux. Et probablement qu'il faudrait maintenant s'intéresser à des droits cérébraux, la continuité cognitive, le droit à la vie privée, en particulier, qui peuvent être mis. Et puis, il y a les usages duaux, parce que la DARPA, l'agence de recherche de l'armée américaine, n'investit pas pour rien 2 milliards de dollars sur des programmes de neurotechnologie, si ce n'est pas pour les utiliser dans ce qu'on appelle des usages duaux, c'est-à-dire des usages en particulier militaires. Je vais essayer très vite de vous parler un peu des principes que l'OCDE va proposer à partir de l'année prochaine, en vous disant tout de suite que ça devrait être adopté au niveau du Conseil des ministres de l'OCDE dans le courant du printemps 2020. Ça a passé la dernière étape préparatoire au mois d'octobre. C'est des guides de bonne pratique, donc c'est quelque chose qui n'est pas contraignant. Et puis ça va être réservé pour l'instant au domaine de la santé. Mais c'est déjà intéressant d'avoir pu passer cette étape. Alors, il y a des principes qui sont des principes de base. Il faut promouvoir l'innovation pour répondre aux problèmes de santé. Il faut que la sécurité soit une évidence. Il faut que tout le monde puisse en bénéficier. C'est la notion d'inclusivité. Il faut stimuler la collaboration entre les différentes équipes à l'échelle internationale. Tout ça, c'est de la bonne volonté de base. Je vais plutôt me focaliser sur des choses qui concernent plus particulièrement les neurotechnologies et leur importance. Le principe 6, la capacité de suivi, la capacité d'analyse, ne pas laisser les choses sans contrôle. Donc, bien sûr, ici, encourager la recherche en éthique, et c'est probablement là où des structures comme la vôtre, cette recherche plurielle, éthique, juridique, sociale, en plus de la recherche technologique et de la recherche en neurosciences, sont absolument nécessaires. Promouvoir les études de long terme, la rigueur, la reproductibilité. Ne pas laisser à quelques sociétés commerciales le soin de dire « ça marche ». Veiller à ce que les organismes qui seront chargés de la surveillance aient vraiment l'expertise de le faire et développer des capacités institutionnelles de dire non ou de dire stop, parce que si on n'a pas une capacité de sanction et d'anticipation, ça ne sert à rien de suivre. Le principe 7, il est autour des données personnelles, et en particulier des données cérébrales personnelles que vont permettre ces informations. C'est pas pour rien que Google ou que Facebook viennent d'investir chacun $1 milliard dans ces technologies. Ils ont l'intérêt de combiner ces données personnelles neurales avec d'autres données. Et donc, il faut que les gens sachent quand ça part, où c'est stocké, comment c'est traité, à quelle fin, est-ce que c'est une raison médicale ou est-ce que c'est une raison autre que médicale. Il faut promouvoir des politiques qui soient non discriminatoires et qui permettent de faire respecter les principes fondamentaux de la personne. Il faut protéger les informations, il faut promouvoir la possibilité pour les individus de suivre leurs données et de pouvoir exiger la confidentialité de ces données. Le principe 8, il est sur une culture de l'accompagnement et de la gouvernance. Là encore, on n'est pas contre la technologie, mais il faut de la transparence. Il faut s'assurer de l'intégrité et de la fiabilité des différentes techniques qui sont utilisées et des raisons pour lesquelles elles sont utilisées.
c'est ce que vous avez en bas, promouvoir la confiance et la loyauté et des normes pour pouvoir promouvoir cette confiance et cette loyauté. Et donc, il faut des organismes externes qui surveillent ces grands géants commerciaux. Et puis, le U9, il a fait l'objet de beaucoup de discussions. Beaucoup de délégations n'en voulaient pas. C'est qu'il faut savoir anticiper les possibilités de mésusage, qu'elles soient attendues ou inattendues. Et donc, il nous faut presque des gens qui font des scénarios de science-fiction pour nous dire qu'est-ce qui pourrait se passer, même si des fois on va trop loin et si ça pourrait être dystopique, compte tenu de l'enjeu qu'il y a pour nos libertés, l'enjeu qu'il y a pour la manière dont nous nous représentons nous-mêmes, il faut être capable d'anticiper. Et là encore, ces travaux d'anticipation pluridisciplinaire nécessitent des lieux pour s'élaborer. La France est probablement le premier pays qui va avoir une législation qui encadre ces neurotechnologies dans le contexte de la loi de bioéthique. Je vais avouer, je ne l'avais pas mis dans ma première diapositive, que je ne suis pas tout à fait extérieur à cette possibilité, puisque j'ai fait partie des groupes de travail aussi bien au CCNE qu'au Conseil d'État pour préparer ces révisions des lois de bioéthique. Donc, dans l'article 16-14 du Code civil, sera, si la loi est votée en l'état actuel, puisqu'elle est au Sénat, elle sera votée le 6 janvier au Sénat et elle reviendra ensuite à l'Assemblée, l'article 16-14 étant la couverture, puisque cet article 16 du Code civil, c'est celui qui protège le corps des individus et leur intégrité, les techniques d'imagerie et d'exploration de l'activité cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales, de recherche scientifique ou dans le cadre de certaines expertises juridiques. Dans le contexte du débat, la ministre a bien fait remarquer qu'elle faisait référence à l'ensemble des techniques d'exploration de l'activité cérébrale. Et M. Eliaou, qui est le rapporteur de la loi, avait indiqué que ce qui était visé, c'est qu'on puisse rester dans un cadre de santé et pas dans un cadre de visée marchande. Et puis l'article 13, c'est le pendant, c'est-à-dire cet article 1151.4 du Code de la santé, les actes, procédés techniques et méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l'activité cérébrale. Je vous ai dit, les neurotechnologies, c'est lire et écrire, ou lire et moduler l'activité cérébrale, devront faire, et qui pourraient mettre en danger la personne, pas forcément un petit système qui vous permet de vous endormir plus facilement. Il faut qu'il y ait un danger grave pour la santé humaine, pourront être maintenant encadrés. Et la ministre a fait remarquer que c'était une anticipation de règlements européens qui vont venir pour encadrer ces neurotechnologies. Nous sommes parmi les premiers, mais par exemple, le Chili va se doter dans sa constitution, directement dans la Constitution, de quelques articles pour mentionner les neurotechnologies et encadrer les neurotechnologies dans ce qu'elles pourraient mettre en cause des libertés fondamentales. Je voudrais terminer cet exposé en vous disant que je vous ai parlé du cerveau. Je vous ai parlé du cerveau au singulier. Et ce cerveau au singulier, il n'existe pas pour des humains et il n'existe pas quand on fait société. Nous sommes humains parce que dès le ventre de notre mère, nous avons été en interaction avec d'autres humains. Ce qui nous fait humains, c'est l'humanisation, le processus d'humanisation dans lequel notre cerveau s'est développé. Ça renvoie à ces deux phrases, celle de Paul Ricoeur qui place la liberté comme une liberté inclusive. Quant à l'affirmation « par soi de la liberté » s'ajoute la volonté que la liberté de l'autre soit. Et puis cette phrase de Michel Foucault qui, dans l'un de ses derniers cours au Collège de France, disait « Il n'y a pas d'instauration de la vérité sans une position essentielle de l'altérité. La vérité, ce n'est jamais le même. Il ne peut y avoir de vérité que dans la forme de l'autre monde et de la vie autre. » Il développait ainsi et concluait ainsi
tout son travail sur dire le vrai sur soi, dans lequel il montrait que la capacité de la parésia chez les Grecs et les Romains, c'était une capacité de dire le vrai à partir de l'interaction avec les autres. Notre cerveau n'est humain que dans ce contexte, et il ne faudrait pas que les neurotechnologies ou que les explorations d'un cerveau nous donnent l'impression qu'il pourrait en être autrement, au risque de perdre l'humanité de nos cerveaux. Je vous remercie.